Peut-être avant de te présenter, il y a une question que j'aime bien te poser quand je fais des interviews. Est-ce que tu peux te décrire en expliquant qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? J'aime la vie. Je crois que vraiment je suis une amoureuse et une passionnée de la vie. Je crois qu'elle est tellement précieuse et elle vaut tellement le coup d'être vécue. Donc je crois que ma plus grande passion c'est ça, c'est vivre. Et puis j'aime plein de choses à part ça. J'aime peindre, j'aime rire, j'aime faire de la photo, j'aime lire, j'aime écrire. Et puis, je veux dire que l'éducation aussi, c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement depuis de nombreuses années. Et j'aime voyager aussi, et j'ai eu l'occasion au cours de voyage de rencontrer pas mal de gens qui avaient envie et qui avaient choisi d'éduquer leurs enfants autrement. Ils les avaient soit déscolarisés, je vivais aux États-Unis pendant 5 ans, donc ils les faisaient voyager avec eux, ils faisaient l'école à la maison, mais ils voyageaient en même temps. Donc il y avait plein d'autres systèmes et d'autres façons que j'ai rencontrées là-bas et au Canada aussi. Et ça m'a interpellée. Et en fait, je ne sais pas pourquoi vraiment, mais ça me passionne aussi l'éducation, apprendre. Ouais, je suis vraiment une passionnée d'apprentissage aussi. En fait, j'adore apprendre. J'adore apprendre de nouvelles choses, je suis assez curieuse. J'aime bien comprendre comment les choses se passent. Et j'aime bien aussi toujours amener quelque chose de nouveau. J'aime bien découvrir de nouvelles techniques et voir, tiens, qu'est-ce que ça peut amener dans mon quotidien. Donc je suis assez curieuse aussi. Ok, merci. Ouais, c'était vaste. On t'a présenté Armelle en expliquant qu'il y a un certain nombre d'années, tu as vécu un drame personnel. Tu peux en dire quelques mots? Et s'il y a un lien aussi avec le pourquoi tu as écrit ce livre? Ben oui, en fait, en 2000, j'ai eu l'immense bonheur d'être maman, de donner naissance à un petit garçon. Et 13 mois plus tard, il est décédé assez brutalement, en 5 jours. On ne sait pas vraiment... Enfin, moi, j'ai bien une idée de quoi, mais il y a eu une autopsie, ils n'ont jamais vraiment défini ce qui s'était passé. Et bon, en 5 jours, mon monde et ma vie entière se sont complètement renversés, puisque je passais d'être maman à, pour moi, n'être plus rien. C'était mon expérience. Je ne dis pas que c'est vrai et je ne le dirai pas comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais pas du tout dans une démarche de développement personnel. J'étais jeune, j'étais plutôt très cartésienne et c'était pas du tout le chemin que je m'étais choisi de changer de direction comme ça. Et donc en 5 jours, j'ai eu l'impression d'entrer maman à l'hôpital et de sortir et de ne plus savoir qui j'étais, d'être complètement perdue, d'avoir plus de repères, d'être quelque part aussi un peu morte moi-même. C'est-à-dire que la partie qui était en relation avec mon enfant, elle n'existait plus. Et dans la profondeur de la souffrance que j'ai vécue alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ouvert pour moi. Et j'étais déjà une passionnée de la vie, mais j'ai l'impression que là, ça m'a vraiment fait reconnecter au précieux des petites choses, aux petits détails dans le quotidien, à tout ce à quoi on ne fait pas attention quand on court, en fait, le plus souvent dans la vie. Et donc, je m'émerveillais à nouveau pour, des couchers de soleil, des sangliers qui traversaient la route en plein hiver, parce que j'habitais la campagne, le soleil qui venait briller juste sur une goutte d'eau, et puis moi, je prenais mon appareil photo, et c'était... mais c'est la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue de ma vie. Et donc tout ça, en fait, tout ce magnifique et tout ce précieux, tout ce merveilleux auquel je regouttais, m'a fait connecter avec quelque chose de plus en plus profond en moi. Et ça a été un peu le début de mon cheminement qui a quand même duré, là c'était de 2001 à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui je pense qu'on chemine toute notre vie de toute façon, donc... mais ça a été vraiment un chemin pour cette reconnexion à cet essentiel et aller chercher cet essentiel. Et je me suis souvent posé la question de c'est quoi la vie? Ça peut pas juste être ça, parce que ça faisait plus de sens pour moi en fait. C'est comme si tout le sens que j'avais donné à la vie jusqu'à présent avait disparu. Et là, il fallait que je retrouve un sens. Et je l'ai cherché à plein d'endroits au départ, et pour vraiment aller me reconnecter à l'essentiel de ce que nous sommes et à ce qui pour moi est le sens, c'est-à-dire se découvrir soi-même. Et de là, forcément, il y a eu plein
plein d'étapes. Et j'ai entre autres été thérapeute pendant plusieurs années. Et quand j'étais thérapeute, j'avais très envie avec une amie d'animer des ateliers philosophiques pour enfants. Je me disais, mais les enfants, vraiment, ils ont une sagesse en eux, et puis c'est l'avenir de l'humanité. Comment est-ce qu'on peut aller voir tout ce qu'ils savent déjà, en fait ? Et donc, j'avais envie de mettre ça sur pied, et je crois simplement que j'étais pas prête. Et dans les mois qui ont suivi, je suis partie vivre un an au Québec, et puis je suis partie aux États-Unis. Et là, j'ai pas arrêté de rencontrer des parents qui avaient déscolarisé, comme je l'ai dit, des parents qui voyageaient avec leurs enfants, des enseignants qui venaient d'écoles alternatives. Ça n'a pas arrêté d'être dans mon sillage. Et je continuais à m'intéresser à tout ce qui se passait. Je me disais, mais c'est magnifique. Waouh, mais c'est génial l'éducation comme ça. Et donc, il y a une petite graine qui a été plantée, je pense, vraiment à ces moments-là, parce que je découvrais d'autres façons d'être avec les enfants. Dans un espace bienveillant, moi-même, j'étais vraiment dans une démarche, quand je vivais là-bas, d'écoute de moi, parce que ça m'a reconnecté beaucoup à ça aussi. Le fait de perdre mon fils, ça m'a reconnecté à m'écouter. J'ai vraiment senti que ma petite voix intérieure prenait le pas. J'avais jamais entendu jusque-là, et puis d'un coup, elle devenait plus forte, et je me disais, waouh. Et j'ai senti que quand je l'écoutais, ma vie devenait vachement plus chouette, plus fluide, plus simple. Et je voyais que les parents qui déscolarisaient ou qui faisaient l'école à la maison, ils étaient beaucoup plus dans une écoute de l'enfant. Puis moi, j'ai pas eu une enfance comme ça, où il y avait toute cette bienveillance et tout ça. Et donc, quand je les découvrais et que moi-même, j'étais sur ce même chemin pour moi-même, je trouvais ça fabuleux de voir que ça existait et ça m'a passionnée. Et donc, j'ai exploré en long et en large ce sujet pendant ce temps-là. Et puis, ça m'a amené, au travers de ça, à finir par donner moi-même des séminaires, des retraites, des conférences. Et donc, ça fait maintenant 8 ans que j'enseigne. Enfin oui, pour moi, j'enseigne quelque part un peu la vie. Comment on se reconnecte à soi, comment on s'écoute, comment apprendre à être présent dans le moment. Et au travers de ces séminaires, j'ai souvent l'impression, pas toujours, mais d'accompagner des enfants blessés dans un corps d'adulte. Et donc, de leur apprendre à nouveau, leur réapprendre, comme moi je suis repassée par tout ce chemin d'autonomisation pendant toutes ces années, et bien leur réapprendre eux-mêmes à s'autonomiser, à aller se rencontrer dans les blessures, à pouvoir quelque part se donner la main et puis cheminer avec eux, et qu'eux apprennent à se donner la main tout seuls aussi. Et j'ai vu tellement de blessures et tellement de dégâts chez les gens qui venaient me voir, que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, il faut que j'en parle. Il faut que je parle, parce que pour moi, le fait d'être présent à soi, le fait d'être présente à moi, ça a changé ma vie. Ça a changé complètement ma relation avec toute ma famille. Et donc je voyais vraiment le lien aussi dans mes séminaires ou mes formations, je vois le lien à la présence que j'offre aux gens, ça les sécurise. Ça leur donne un espace où ils peuvent être eux-mêmes et donc explorer. Le fait de les écouter et de les inviter à s'écouter, ça leur permet aussi de reconnecter à eux. Et de reprendre confiance aussi en eux, en ce qui les habite. Et donc ça les reconnecte à la vie en eux. Et à tout ce qu'ils ont de merveilleux en eux, qu'ils ont envie de donner aux autres, au monde. Et donc je voyais combien cette approche, chez les adultes, est incroyable. Et ça fait des années que j'ai envie d'ouvrir une école en fait, basée sur ces principes. Et d'où l'écriture de ce livre, puisque au fur et à mesure des conférences que je donnais, j'ai eu beaucoup de parents qui venaient et qui m'ont demandé, mais t'as pas envie de nous faire une conférence sur l'éducation en conscience? Et donc ce livre est né de cette rencontre, que j'ai réadaptée, que j'ai réécrite aussi après toutes mes découvertes de ces dernières années. Et oui, j'ai eu très très envie cette année. J'ai plusieurs livres en moi. Il y en a un autre déjà qui est parti, qui est déjà en écriture. Mais cette année, je me suis dit, celui-là, il faut qu'il sorte. C'est le moment. Et je sens que pour moi-même aussi, c'est le moment de parler davantage de ça et de vraiment m'ouvrir à parler davantage d'éducation en présence, d'être à l'écoute et d'amener ça... d'amener ça dans le monde aussi. Et donc, dans le livre, il y a d'abord un certain nombre de dialogues qui sont retranscrits, des dialogues d'un séminaire que tu as donné, où des parents t'interrogent sur des situations qu'ils vivent avec leurs enfants. Ouais, c'est ça. Et puis on voit les transformations qu'ils vivent chez eux avec leurs enfants. Et le principe, sur ce qui est vraiment le fondement de ce livre, c'est la présence et l'écoute. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur c'est quoi
la présence, c'est quoi cette écoute dont tu parles? Donc la présence à laquelle j'invite, c'est pas être présent physiquement, c'est vraiment revenir en soi. C'est apprendre à être présent à soi, présent dans le moment, présent dans l'action. Donc si on est en train de boire, on boit. Si on est en train de manger, on mange. Si on marche, on marche. Si on est en contact avec une personne, on est dans la relation. Si on est en train de parler, ben on parle, on est là. Donc la présence, pour moi, c'est vraiment ça. C'est je suis là. Et donc dans la relation à l'enfant, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui sent que son parent est vraiment là. C'est-à-dire déposé et avec lui. Il n'est pas perdu dans ses pensées, il n'est pas en train de ressasser la journée qui s'est passée, planifier celle de demain ou le dîner que la maman doit faire, par exemple. Il n'est pas en train de penser au fait qu'il doit appeler une copine, appeler un copain, préparer la réunion de demain. Non, il est là. Et c'est un moment, pour moi, la présence, c'est un moment où le temps s'arrête, où on est ici. Et donc c'est cette qualité de présence que j'invite, et pas la présence physique. Et je pense que quand on nourrit cette présence à soi, et qu'on nourrit cette présence dans la relation à l'enfant, l'enfant est profondément nourri et sécurisé aussi. Donc là où il pourrait vivre de l'insécurité, ou être constamment en train de courir après maman, papa, et essayer de toujours avoir leur attention, pour moi c'est une façon de rappeler aussi les parents à être présents, à vivre dans le moment. Donc souvent, l'enfant, il y a un chapitre qui s'appelle d'ailleurs l'enfant miroir du parent. Pour moi, l'enfant vient nous chercher, nous, dans les endroits où justement on a tendance à s'évader ailleurs et à ne pas être présent à ce qu'on vit. Et l'enfant, il ne le fait pas exprès évidemment, mais son aptitude, c'est d'être présent dans le moment. Ça se perd plus il grandit. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, certainement les 10 premières années de la vie, il est très présent. Et il vit beaucoup plus dans le moment que dans une construction linéaire de la vie. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment une des bases et un des fondements de comment nourrir véritablement le lien, et que ce lien soit le fondamental de la relation et du déploiement de l'enfant. L'enfant va sentir que dans ce lien et dans cette présence, il peut vraiment se déposer. Ou sinon, il va comme toujours rester un peu en suspens comme ça. Et il ne va pas se détendre complètement. Et on va grandir dans nos vies avec un certain niveau de stress dont on n'est même plus conscient. Simplement parce que peut-être qu'on n'a pas senti cette présence chez nos parents. Peut-être que papa était là, il regardait la télé. Peut-être que maman était là et elle faisait à manger. Elle s'occupait de ci, elle s'occupait de là. Mais il n'était pas vraiment avec nous. Ou pendant un temps, on a l'impression qu'on est la chose la plus importante qui soit dans cette vie. Il n'y a rien d'autre. Et ça, l'enfant se nourrit énormément de ça. Et quand ça s'est nourri, ça permet aussi aux parents de retrouver de l'espace pour lui et du temps pour lui. Et donc ça, c'est la présence. Et l'écoute, c'est un peu, pas la même chose, mais quasi. L'écoute, pour moi, c'est un état d'attention soutenu, soit à ce qui se passe en moi, soit à ce que me dit l'autre. De nouveau, dans la relation, et on va écouter en profondeur, de nouveau, sans être perdu à gauche, à droite, en train de penser à plein de choses, ou même juste en train de penser déjà à ce que je vais dire après. Souvent, je ne sais pas si vous remarquez ça, quand on parle avec quelqu'un, il n'a même pas fini sa phrase, qu'on est déjà en train de penser à tout ce qu'on va lui dire. Eh bien, l'écoute dont je parle, de nouveau, c'est cette même qualité d'attention que la présence, d'attention à ce que me dit l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est entendu comme ça? On se sent profondément aimé, on sent qu'on compte, et que ce qu'on a à dire, ça a de la valeur pour l'autre. C'est important. Et ça, pour moi, c'est des valeurs fondamentales quand deux petites choses du quotidien, on peut renverser la vie d'un enfant. Et si en plus ils sont encore petits, on peut vraiment changer ça assez rapidement. Mais même s'ils sont plus grands, parce que je vous dis, moi je fais des séminaires avec des gens qui ont entre 22 et 77 ans, je pense que c'était la personne la plus âgée, 77 ans, pardon. Et du coup, c'est toujours changeable. Dès qu'on reçoit cette qualité d'écoute et de présence, il y a notre cœur qui s'ouvre. Et on sent
qu'on est touché quelque part où peut-être on ne l'a jamais été dans notre vie. Et c'est ça qu'on peut donner. Et pour moi, c'est important parce que je trouve les enfants, ils sont tellement précieux. Ils sont précieux, ils ont une sagesse, c'est l'avenir de demain. Et je trouve qu'il y a un endroit où vraiment, faut les choyer, quoi. Ce sont des graines, c'est comme une plante, quoi. Quand on plante ces graines au printemps, si on ne va pas arroser régulièrement son jardin, ça ne pousse pas. Un enfant, c'est pareil, quoi. On doit l'arroser avec tout ce qu'on a de meilleur à lui donner. Et pour moi, ce sont deux choses fondamentales qu'on peut leur donner facilement, sans vraiment sortir de chez soi, sans acheter de nouveaux livres, juste en étant soi, en fait. Et ce que ça fait, en plus, c'est que ça nous fait du bien. Parce qu'en étant présent et en étant à l'écoute, on se reconnecte aussi à nous. Et donc, nous, on se sent mieux aussi, et la relation change, évidemment. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher, en tant que parents, éducateurs, enseignants, en tout cas toute personne qui est en contact avec des enfants, d'être dans cette qualité de présence? Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Je pense déjà, il y a toutes les habitudes qu'on a. Il y a la vie qu'on vit. Il y a comment on peut courir au quotidien. Et le fait qu'on soit plutôt dans la course plutôt que d'être présent fait que si on ralentit, on va de plus en plus être présent. On va devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe, simplement parce qu'on ralentit. Et donc le fait de courir, forcément, ça nous empêche d'être présent. Le fait aussi qu'on a des habitudes et des règles qui parfois vont à l'encontre de notre propre rythme à nous, fait qu'on n'est pas présent à nous. On va s'adapter, et je ne dis pas que l'adaptation n'est pas nécessaire et n'est pas bonne, mais on va parfois s'adapter contre soi, et donc on ne va pas se permettre d'être présent. Je pense aussi, par exemple, je crois aussi nos blessures à nous. Là où nous, on n'a pas été accueillis dans cette même présence, dans cet amour, et là où nous, en tant qu'enfants, on n'a pas été reçus à certains endroits, quand on est parent, il n'y a rien à faire. Ça se ressent. Pourquoi ? Parce que l'enfant va venir appuyer sur tous ces boutons-là. On le sait, quand on a des enfants, ils ne nous loupent pas, quoi. Ils vont appuyer sur tous les boutons. Et donc, ça va déclencher des choses chez nous. Et là, c'est plus difficile d'être présent quand on est blessé ou retouché dans nos blessures que quand tout est fluide et que tout va bien. Et je pense que c'est vraiment, justement, si on apprend à être présent et à l'écoute aussi de nos blessures, eh bien c'est un nouvel espace en nous qui peut s'ouvrir aussi. On peut aussi se redécouvrir. Et d'autres choses aussi, je crois, c'est que quand soi-même, on n'a pas nécessairement, on ne s'est pas senti aimé comme on aurait voulu être aimé, je crois qu'une des choses qui fait que c'est difficile de s'écouter, c'est qu'on a toujours envie d'être aimé par les autres. Et le fait de vouloir être aimé fait que ça va un peu à l'encontre de s'écouter. Si je veux être aimé, je ne peux pas m'écouter parce que si je m'écoute et que je dis non à quelqu'un, ça veut dire oui, il risque de ne plus m'aimer. Et donc, c'est important aussi de voir qu'une autre chose qui me vient avant de venir ici, c'est la sécurité aussi. Parfois, c'est difficile de s'écouter parce que soi-même, on n'a pas de sécurité intérieure. On cherche la sécurité dans l'argent, dans un job à durée indéterminée qui va surtout me sécuriser, dans une relation, ou ce genre de choses-là, qui sont toutes magnifiques, mais si je cherche la sécurité dedans, ça veut dire que quelque part, je suis insécurisée moi-même. Et donc la sécurité va faire que je ne vais pas pouvoir m'écouter dans la relation amoureuse, par exemple, parce que je risque de perdre l'autre. Je ne vais pas pouvoir m'écouter le moment où vraiment mon job, je n'en peux plus et j'ai envie d'aller vers autre chose qui est beaucoup plus joyeux et gratifiant pour moi. Et je sens que c'est quelque chose de nouveau parce que commencer quelque chose de nouveau et aller vers l'inconnu va faire que je risque de perdre ma sécurité. Et donc ça, ce sont des choses qui peuvent faire ça va être difficile d'être présent ou difficile de s'écouter. Pour donner des brefs exemples. Oui. Est-ce que c'est donné à tout un chacun de pouvoir travailler cette présence, cette écoute ? Ah oui, pour moi, c'est vraiment une pratique. C'est pas quelque chose de spécifique pour une poignée de personnes. Je veux dire, moi, j'ai passé 5 ans 5 ans aux États-Unis et plusieurs de ces années-là dans un centre spirituel, mais en tout cas 5 ans à vivre en présence au quotidien. C'est-à-dire que c'est une véritable pratique quotidienne. Ça s'apprend. C'est pas, ça m'est venu comme ça du jour au lendemain. Et puis,
oui, je pense que j'ai reconnecté à ça en découvrant les petites choses et le merveilleux au quotidien. Mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui se pratique tous les jours. Et d'ailleurs, j'invite, au travers de mon livre, vous avez des exercices à chaque fin de chapitre où je vous invite à pratiquer la présence, à pratiquer l'écoute, à vous questionner aussi à des endroits et à toujours remettre, quand vous vivez un conflit, comment vous pouvez revenir à vous, comment vous pouvez à nouveau être présent, comment gérer la relation avec l'enfant. Et donc, voilà, ce genre de choses-là. Et oui, pour moi, c'est vraiment, vraiment accessible à tout le monde, parce que je vous le dis, moi, j'ai pas du tout eu une enfance comme ça. C'était plutôt énormément de violence à la maison. Et en grandissant, oui, il y a des choses que j'aimais faire et qu'on me laissait faire. Mais en grandissant, ce que j'entendais le plus souvent, c'était « tant que tu vis ici, tu feras ce qu'on te dit et pas ce que tu veux ». Donc moi, j'ai pas appris à m'écouter. Donc si moi je l'ai fait, je pense que tout le monde peut vraiment le faire. Ouais. Et il y a un chapitre dans le livre qui est vraiment intéressant et en plus qui est dans un lien très étroit avec quelque chose que tu as créé il y a un certain nombre d'années. Est-ce que tu peux en parler et est-ce que tu peux aussi parler d'une expérience qui a été vécue par un parent il n'y a pas très longtemps, au mois d'août, dans un festival que tu as donné, qui était vraiment assez intéressant. Oui, en fait, j'ai créé une danse donc, qui s'appelle la danse du mouvement de la vie, qui est une danse qui invite à se mettre à l'écoute de soi, justement. À l'écoute du corps, à l'écoute du mouvement, à l'écoute de son rythme et de son besoin, enfin de ce qu'on a vraiment besoin. Et cette danse invite simplement à laisser faire. Donc on se met à l'écoute et puis on voit ce qui vient. Ce que ça fait, c'est que ça reconnecte directement à la présence et ça nous reconnecte à nous et à notre rythme naturel aussi. Donc ça relance vraiment le rythme naturel de la personne. Et donc, ça nous reconnecte à la vie, forcément, parce que quand on est connecté à ça, eh bien, on sent davantage la vie en soi. On se sent beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix. Je pense même qu'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment témoigner de ça ici. et j'ai donné un festival, justement, sur cette danse au mois d'août. Donc, j'ai créé un festival en France. C'était le premier que j'ai donné. Et je me suis mise à donner aussi... On a commencé à donner des sessions enfants et des sessions parents-enfants aussi. Et dans les sessions parents-enfants, c'était magnifique parce que il y avait donc papa, maman, et il y avait des papas tout seuls et des mamans toutes seules. Et donc l'invitation au départ était, pendant les 3 chansons qui viennent, vous dites à votre enfant que vous lui donnez toute votre attention et que vous êtes complètement avec lui et que vous allez le suivre. Et excusez-moi. Et il y a un papa qui, à la fin de la session, donc je les ai invités à partager, donc il y a eu plusieurs autres propositions, mais c'était celle qui l'a le plus marqué, il m'a dit, mais moi j'ai jamais vécu un moment pareil. Il dit, moi je veux vivre des moments comme ça tous les jours. Il dit, c'est bien mieux que de passer une journée entière avec lui à faire des trucs à côté, et là. Il dit, là j'ai vraiment eu l'impression d'être avec mon fils, et j'ai senti combien c'était bon d'être ensemble. Et son fils aussi, forcément, on voyait en fait ce qui s'est passé dans ces 3 chansons, puisque un quart d'heure pour eux ça veut rien dire, donc 3 chansons. Vous auriez dû voir l'explosion de vie dans la pièce. C'est incroyable de voir ça. C'est comme si les enfants, le moment où on leur a dit « tu as toute mon attention », c'est comme si toute la vie et tout leur cœur s'est ouvert. C'était incroyable à voir. Les gens qui étaient dehors le sentaient. Les gens qui étaient à l'extérieur et qui regardaient par la fenêtre ce qui se passait dans la pièce, ils disaient « mais nous, on avait tous envie de rentrer, quoi. C'était fou de voir toute cette vie qui s'animait comme ça ». Et c'est vraiment ça que ça fait, en fait. De danser, j'invite ça aussi dans les écoles, je vais aussi le donner dans les écoles, de danser comme ça, parents-enfants, ou bien maîtresse ou instituteur et élèves, ça crée une nouvelle harmonie, en fait. Ça crée une nouvelle relation. Pourquoi ? Parce que la danse reconnecte à soi, donc on apprend à être présent, mais ça fait ça chez tout le monde. Ça veut dire qu'on est tous présents à soi. Et qu'est-ce qui se passe quand on est présent à soi ? Il y a une nouvelle relation qui naît. Une relation qui est naturellement bienveillante, beaucoup plus harmonieuse, et qui est aussi dans le respect de l'autre. Et donc là, on pouvait voir ça. Et alors, il y a une autre maman qui disait « moi, j'ai trouvé ça fou parce que la proposition suivante, c'était maintenant, c'est maman ou papa et maman qui décident et l'enfant doit suivre. Et la 3e proposition, c'était maintenant, c'est chacun de son côté. Et puis, papa et maman font ce qu'ils veulent et vous faites ce que vous voulez. »
Et c'était incroyable parce qu'il y avait des enfants qui étaient toujours accrochés à leur mère et qui là laissaient maman tranquille. Et donc elle avait du temps pour elle. Alors et ils allaient jouer avec leurs copains et on voyait vraiment qu'ils avaient été nourris par ces 15-20 minutes de chansons et d'attention totale, et que quand après la maman se retirait, il n'y avait pas justement d'accroche et il n'y avait pas de revenir tout le temps avec elle, l'attirer et revenir près d'elle. Il y avait justement un espace qui se créait où chacun pouvait être dans son activité. Et donc c'était vraiment intéressant de voir tous les espaces nouveaux que ça pouvait inviter. Comment est-ce qu'on passe du... Je ne suis pas parent, mais j'ai 2 frères et une sœur qui ont chacun 3 petits bouts, donc je suis oncle à 9 reprises. Et j'aime observer les parents, les enfants, c'est quelque chose qui me passionne. Et je sais à quel point on peut avoir tendance en tant qu'adulte à vouloir un peu formater. Tu parlais tout à l'heure du fait de tant que tu es chez moi, tu feras ce que je te dis. Donc il y a cette notion un peu de voilà, tu vas faire comme moi j'ai décidé que. Qu'est-ce que ça peut apporter cette présence par rapport à cette notion-là ou cette écoute? Est-ce que ça ne peut pas faire peur justement de dire je vais devoir lâcher un peu ces clous-là et... Ben oui, c'est clairement une transformation, c'est clairement une autre proposition d'éducation. Si on a plutôt l'habitude justement d'avoir les enfants dans des rangs pour essayer que tout soit ordonné et qu'on a plutôt peur du chaos, forcément se dire je vais peut-être lâcher un peu du lest et apprendre à être présent, on pourrait se dire ça va être le chaos total et ça va être épouvantable. Mais je ne crois pas du tout en fait. Je crois que c'est important de toute façon, les enfants ils ont besoin d'un cadre et le cadre permet une exploration. Donc on peut poser un cadre particulier pour soi-même. Ce que je trouve magnifique et ce que j'invitais beaucoup chez les parents de cette rencontre, c'était d'oser dire moi j'ai besoin de ce cadre. Que le parent puisse dire ça. Je pose ce cadre pour toi, mais aussi pour moi. Parce que moi, je me sens rassurée avec le cadre. Et ça me fait du bien de savoir que j'ai mis un cadre et que là, je peux te laisser être et je peux te laisser explorer. Et je trouve ça tellement plus juste que de dire à l'enfant, je mets le cadre parce que c'est toi qui as besoin d'apprendre tes limites. Non, je crois que c'est chouette qu'on puisse reconnaître aussi. Moi, ça me sécurise, je me sens mieux quand je sais que tu as un cadre et que tu vas évoluer dans tel et tel espace. Et donc c'est ça aussi que j'invite beaucoup, j'invite une nouvelle complicité, j'invite comme un partenariat avec l'enfant, où on lui parle de plus en plus et puis on essaye d'ouvrir un peu toute la sagesse qu'on a l'un et l'autre, autant l'enfant que le parent, et de voir comment on peut quelque part devenir partenaire d'éducation. Et de voir que moi je grandis aussi en étant... moi depuis 8 ans j'enseigne, si vous saviez tout ce que j'ai appris, j'ai jamais autant appris que depuis que j'enseigne en fait. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde, si on est vraiment ouvert. Je crois que chaque parent peut le dire, quand on est parent, on apprend énormément. Quelque part, on apprend même sur le tas. Il n'y a pas de formation, donc on se retrouve avec le petit bout, on se dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Peut-être qu'on a lu plein de livres, mais une fois qu'on est devant, ok, on a beau avoir lu tous les livres, on est un peu perdu. Il faut juste y aller, quoi. Et pour moi, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut amener ce partenariat et reconnaître qu'on grandit tous. On les élève, mais ils nous élèvent aussi. Et je trouve que élever, c'est vraiment une belle façon de dire, en tout cas ce qui est pour moi le cœur de l'éducation, c'est on élève l'enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on l'amène au meilleur de lui. Justement, on ne l'amène pas à devenir qui on veut qu'il soit. On l'amène à devenir qui il est. On l'accompagne à devenir la personne, l'être qu'il est déjà. Et on l'accompagne dans son cheminement comme il a envie d'avancer. Et donc pour moi, c'est vraiment ce mot, pour moi, il me touche vraiment. Créer un partenariat dans la relation parent-enfant, parce que je pense que quand il y a cette véritable authenticité, il y a aussi un profond respect. Si on respecte l'enfant, l'enfant va nous respecter aussi. Et donc là, il y a quelque chose de différent qui peut se passer. En tout cas, mais moi je parlerai des heures de ça parce que je l'ai tellement vu. Je l'ai tellement vu avec ma filleule, avec mon neveu. Je l'ai vu aussi quand j'ai un peu accompagné ma sœur dans certains moments. Ça change tout dans la relation quand on se met dedans aussi.
et qu'on ne croit pas que nous on sait et qu'on est à l'extérieur de la relation et qu'on doit juste dire à l'enfant comment faire, mais que nous aussi on voit les endroits où on apprend et où on peut grandir avec eux. Quelques mots sur le titre. Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. Oui. Et juste une sous-question, la personne qui a écrit la préface. Donc les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain, c'est parce que j'ai beaucoup exploré les enfants d'aujourd'hui, et entre autres ma filleule. Et puis justement j'ai vu comment l'éducation évoluait dans l'exploration de la relation de ma filleule avec ma mère. Et un jour j'ai dit à ma mère, ce que tu as réussi à faire avec moi qui n'était pas déjà facile, pas si facile que ça, tu n'y arriveras pas avec elle. Parce que moi, j'avais déjà une tendance, quand j'étais petite, je pense que j'étais très éveillée et très connectée à moi aussi. Et je vois que les enfants d'aujourd'hui, ils sont encore bien plus connectés à eux. Je trouve qu'ils ont une assurance, une capacité à sentir les choses et une sagesse. On sent bien qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'une certaine façon. Et c'est pas étonnant parce que la société d'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, on voit avec Internet la communication, je veux dire, en un clic, on est à l'autre bout de la planète. C'était pas notre cas, c'était pas le mien, c'était certainement pas le vôtre non plus. Et donc quelque part, ben oui, tout a changé. Donc on voit que la communication est beaucoup plus vaste. Donc forcément, les consciences et les esprits des enfants qui naissent aujourd'hui sont aussi beaucoup plus connectés et beaucoup plus vastes. Et donc j'avais vraiment envie d'en parler parce que je voyais les difficultés, et puis j'ai eu beaucoup d'enseignants et de parents dans mes conférences aussi qui m'en parlaient, les difficultés, le gouffre qui se créait d'incompréhension entre ces enfants qui sont très connectés à eux et qui sentent une direction et qui sentent un alignement et quelque chose de juste vers lequel aller, et ces parents qui n'ont pas évolué et qui restent avec c'est comme ça qu'il faut faire et qui n'ont pas questionné l'évolution de l'éducation ou l'évolution de la société. Et aujourd'hui, je trouve que ces enfants, en fait, ils nous rappellent à l'essentiel, comme je le disais tout à l'heure. Ils nous appellent à nos rêves même, oubliés. Nous, quelque part, on a grandi, on a évolué en faisant ce que nos parents disaient qu'on devait faire. Beaucoup plus qu'en faisant ce qu'on voulait vraiment faire parce qu'on ne nous a pas appris à questionner. Ma maman, elle me dit souvent, oui, mais Armelle, de mon temps, la psychologie, ça n'existait à peine, quoi. Et on n'allait pas voir un psy comme on y va aujourd'hui. Elle me dit donc questionner ces choses-là, ça ne se faisait pas comme ça se fait aujourd'hui. Et je me dis, ben oui, c'est clair, et puis c'est intéressant, mais ce que ça fait, c'est que ça fait des sociétés où, comme on voit aujourd'hui, ben on a plutôt tendance à suivre la masse qu'à penser par soi-même et à oser suivre ce qu'on sent. Et je pense que les enfants aujourd'hui, ils viennent nous remuer à ces endroits-là. D'où le titre, pour inviter aussi les parents à oser se remettre en question à certains endroits et à voir que leurs enfants sont peut-être le plus grand cadeau qu'ils aient pour revenir à eux et à ce qu'ils veulent vraiment dans la vie et à vivre leurs rêves. Parce que je pense que le plein épanouissement pour moi, c'est quand on vit pleinement ses rêves. D'où le titre et le choix de la préface. Julien Perron, en fait, il m'a interviewé il y a 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi, pour son film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et c'est quelqu'un que je trouve vraiment de magnifique, qui a créé un festival qui fait entre 10 et 15 000 entrées par an sur l'éducation et qui invite vraiment toutes les nouvelles possibilités en termes d'éducation à Montpellier, dans le sud de la France. Et voilà, on est toujours resté en contact depuis. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément touchée parce que je crois qu'on a une de nos citations préférées en commun, c'est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Pour moi, c'est le changement, ça passe par moi. Si moi, j'exprime et je vis le changement que je veux voir dans le monde, alors le monde peut refléter ce changement. Et si on le vit et on le fait tous de plus en plus, je pense vraiment que quelque chose de nouveau peut émerger parce qu'on n'aura plus envie de se laisser quelque part entraîner dans ce qui ne nous convient pas. Et Julien, il représente très fort ça aussi. Et puis, il est clairement lié à l'éducation. Et donc, voilà, c'était un choix aussi de l'avoir, lui, dans cette préface, d'avoir aussi sa vision et sa touche. Voilà. Mais allez-y, si vous avez des questions, si vous avez une expérience que vous avez envie de partager, vous êtes vraiment les bienvenus. Et merci déjà pour votre écoute. J'ai été thérapeute il y a plusieurs années, donc j'ai fait plusieurs formations thérapeutiques.
Je veux dire, avant le décès de votre... Ah, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais moi-même, je suis quelqu'un d'hypersensible depuis des années, donc les enfants que je vois aujourd'hui, pour moi, j'étais une enfant déjà comme ça, hypersensible, qui captait tout ce qui se passait, qui comprenait pas comment les adultes pouvaient vivre comme ça, en fait. Moi, j'avais l'impression d'être consciente des mensonges qui se faisaient à eux-mêmes, d'être consciente de ce dont eux n'étaient pas conscients, et donc de ne pas comprendre du tout comment on pouvait vivre dans le mensonge, dans les jeux qu'on joue. Oui, c'est ça. Moi, je ne comprenais pas si on s'aimait, pourquoi est-ce qu'on faisait semblant de ne pas s'aimer pour attirer l'autre et qu'il y ait un jeu. Je dis, si on s'aime, et puis on se le dit, et puis on le vit. C'est quoi le truc? Et vous décidez à quoi finalement comme vous... Au départ? Oui, une formation, enfin je sais pas, avant de... En fait, c'est très marrant parce qu'une des choses que je voulais faire à un moment, c'était institutrice. C'était vraiment un truc qui m'intéressait énormément. Et puis, en fait, moi, je pense vraiment que j'ai été formatée par ce que mes parents voulaient. Donc, j'ai commencé par le droit. Mais j'avais l'impression d'aimer ça parce que j'ai tellement vu mon père là-dedans. Et puis, lui, c'était son grand rêve, c'était que je fasse le droit. Et aujourd'hui, en fait, je me sens vraiment à ma place dans ce que je fais. Parce que j'enseigne, parce que je transmets, parce que oui, je me sens inspirée dans ce que moi je vis et je sens que ce que je vis correspond à ce que j'ai envie de transmettre. Mais c'est bizarre parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de faire et je les retrouve un peu dans mon parcours. À un moment, j'avais envie de faire de la coopération au développement. À un moment, j'avais envie d'être psychologue, même si je ne savais pas trop où ça menait et j'avais jamais entendu parler, mais j'avais une amie qui le faisait. Est-ce que c'était pour elle? C'est possible aussi. Et puis, à un moment, j'ai voulu faire de la communication, je voulais faire journaliste. Et quelque part, je me retrouve un peu dans tout ça parce que je sens que parler, ça, depuis toute petite, je suis un vrai moulin à parole, même si j'étais hyper timide, mais en tout cas dans mon environnement, j'arrêtais jamais de parler. Et tout, j'ai une sensibilité particulière, une capacité aussi d'aller entendre les gens là où eux-mêmes ne s'entendent pas ou ne se disent pas. Et donc, voilà, dans l'accompagnement, il y a aussi... Oui, c'est ça. Et donc, dans l'accompagnement, c'est présent aussi. Et puis, même dans la coopération au développement, je vois que ça me touche énormément d'aller accompagner des nouvelles possibilités, des nouveaux développements, voilà, le changement quelque part. Mais vous savez, il y a encore des moments où je me dis tiens, mais est-ce que j'aurais envie de faire autre chose dans ma vie? Et des moments où je me dis il y a plus en moi aussi. Il y a encore des espaces de moi que je n'ai pas découverts et je sais qu'il y a plus. Et où j'explore justement, je me dis mais comment aller explorer ces nouveaux espaces et c'est quoi en fait? Donc, moi j'ai l'impression que la découverte de soi c'est l'histoire de toute une vie. Pour moi c'est un peu ça le sens de la vie. C'est de se découvrir soi dans ce qu'on est, dans notre essence, mais aussi dans tous nos panels de couleurs, quoi. J'ai l'impression que je n'ai pas encore découvert toutes mes couleurs. Et que c'est vrai, la vie est venue me secouer assez violemment, on peut le dire, et que cette violence a fait réémerger quelque chose. Ce qu'elle a fait réémerger de plus, c'était l'envie de vivre. Et le précieux de la vie, beaucoup plus qu'une direction particulière. Moi, je peux dire que c'est pas vraiment mon expérience de me dire je veux faire tout ça pour le faire vivre. Je pense que j'ai passé pas mal d'étapes dans le deuil et dans ce que j'ai pu explorer de mon expérience par rapport à la mort de mon fils. Et moi, j'étais toute petite, j'étais déjà une passionnée de la vie. J'ai toujours été passionnée, en fait. Et donc, quelque part, ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait revenir à cette passion et à ce qui était essentiel pour moi. Et je trouve vraiment que sa mort m'a fait revenir à moi. Donc c'était vraiment pour moi le début de m'écouter. C'est aller tellement loin quelque part dans la non-écoute où j'écoutais les médecins plutôt que mon intuition parce que je savais pas que j'avais une intuition et je savais pas que ce que je ressentais ça avait de la valeur. Et donc je faisais confiance uniquement à ce que le médecin me disait. Et puis moi ce que ça a fait, ça a été assez délicat à cet endroit-là puisque c'était trop tard quoi et il était parti quelque part en quelques heures. Mais c'est que ce choc m'a ramené à quelque chose que j'ai découvert essentiel et que j'avais jamais connu dans ma vie, m'écouter. Et donc, pour moi, c'est un peu mon chemin de vie. Et de ça, j'ai vu aussi tout ce que ça changeait dans ma vie, mais aussi dans la vie de tous ceux que j'ai accompagnés, d'où en parler de plus en plus. Voilà. Mais c'est clair, pour moi, mon expérience
pas spécialement de la mort de mon fils, mais de reconnexion avec moi, ce que j'ai vécu, parce que j'ai passé 5 ans à méditer, à contempler la nature de la vie, vraiment à vivre en présence au quotidien. Ça a changé, ça m'a fait découvrir une joie que je ne connaissais pas auparavant, une joie qui est intrinsèque à notre nature, à notre existence. Et ça a tout changé. Et ça m'a beaucoup aidée même dans un changement par rapport à la relation avec mon fils. Oui, enfin, ce qui me vient plutôt que... Enfin, il est possible que j'ai abordé ça dans le livre, dans un thème spécifique, mais dans ton cas, en fait, ce qui me vient plutôt, c'est de te reconnecter à toi dans le moment, c'est-à-dire de ne pas couper le lien, parce que peut-être que c'est même insécurisant pour elle, d'où elle te suit, mais de pouvoir t'arrêter toi et de te reconnecter à toi, et ça peut être... respire, reviens à tes sensations, peut-être tu touches tes mains pour revenir à tes sensations corporelles, parce que quand on revient à ces sensations corporelles, on se reconnecte à soi. Donc ça peut être aussi sentir tes pieds sur le sol, et prendre un temps pour te déposer à l'intérieur, vraiment de sentir ton corps. Tu peux même toucher peut-être une partie de ton corps pour sentir, ok, je reviens ici, et non, je ne pars pas dedans. Et quelque part, de lui permettre aussi d'être dans sa colère et de la vivre, toi, de cet espace-là. Parce que si toi, t'es en présence et t'es présente à sa colère, ça va aussi lui faire du bien de pouvoir juste être en colère. Et puis toi, tu vas pas le vivre du même espace en toi si tu es présente. Tu vas pas le prendre personnellement, tu vas pas le vivre de la même façon, et tu vas pouvoir lui laisser cet espace où elle a le droit d'être en colère. Et puis en effet, il y a en plus un chapitre sur mettre en place des rituels pour vivre les émotions avec les enfants, où justement j'invite à danser. Si tu lui demandes, tu lui dis bah ok, t'es en colère, eh ben, c'est super ok, ça te dit qu'on la danse. On va faire la danse de la colère toutes les deux. Et tu l'emmènes dans un autre, quelque part ailleurs. Et quelque part, elle va probablement même changer sa colère, ou alors elle va être en colère contre toi pendant un temps, mais toi, vas-y, danse la colère. Et le fait que toi, tu la danses avec elle, ça va lui donner l'autorisation. Parce que souvent, ce qu'il y a, c'est avec la colère, en tout cas, on a appris que c'était pas bien, la colère. C'est pas ok d'être en colère. Donc il faut tout de suite la couper, il faut l'arrêter. Mais il y a un espace où elle doit se vivre aussi, c'est important. Et donc si tu la mets en mouvement, ça va permettre à... Parce que l'émotion, c'est quoi? C'est de l'énergie en mouvement. Donc si on met en mouvement, ah ben, à un moment, elle va partir parce qu'on aura mis en mouvement. Et puis le mouvement va finir lui-même par s'apaiser. Et la colère sera partie. Mais du coup, ça c'est quelque chose à mettre en place peut-être en dehors des moments de crise. Ça peut être en dehors, mais tu peux vraiment l'inviter pendant, parce que le fait que tu casses la dynamique, que tu restes avec elle, et que tu casses la dynamique en disant écoute, on va essayer quelque chose de nouveau, on va faire la danse de la colère. T'es en colère, eh ben on va se mettre en colère toutes les deux, et on va danser la colère. Et que tu ailles la rejoindre là où elle est et en faire un jeu, ça va lui permettre, ça va lui ouvrir un nouvel espace pour dire c'est ok d'avoir des émotions. Et puis maman aussi, elle danse la colère. Si maman danse la colère, alors moi je peux danser la colère. Hein. En général. Mais il est possible qu'elle râle au départ. Hein. Mais elle adore danser. Oui, c'est vrai que c'est parlant parce que c'est vraiment la musique, c'est... Elle a chanté avant de parler. Donc, ah oui, c'est vrai que ça peut être un bon créneau. Ouais. Et vraiment de toi revenir dans la présence et de rester avec elle et de lui permettre de faire sa crise et de voir qu'est-ce que ça peut faire. Tu vois, pour moi c'est important que tu explores parce que il y a tellement de choses, on est tous différents, mais que tu vois, si toi déjà t'es présente à toi, est-ce que tu peux lui laisser son espace où elle est en colère tant que vous êtes à la maison, hein. Si elle faisait ça en pleine rue et tout, je comprends que tu aurais envie de faire autre chose, mais tant que vous êtes à la maison et justement d'explorer à quoi elle réagit et aussi de voir toi quelle colère éventuellement tu as que tu n'exprimes pas. Et de voir comment elle peut-être vient aussi faire ressortir ça à travers ses colères, si ça te parle. Oui, c'est vrai que la séparation ne doit pas être forcément physique. Oui. Parce que ce que tu proposes, c'est du coup de revenir à moi-même, mais pas forcément en étant séparée physiquement. Non. Ouais. Non.
Non, et si après, c'est toi qui es super énervé pour quelque chose, que tu lui dises, écoute, là, je préfère prendre un moment pour moi, bah, bon, voilà, ça marche ou ça marche pas, hein, mais en tout cas, je crois que être présent d'abord, ça donne la sécurité. Donc même si tu as besoin d'un moment pour toi, c'est important peut-être d'abord d'essayer de revenir à cette présence, parce que ça va permettre à l'enfant de retrouver la sécurité, et le fait que c'est OK qu'il soit comme il est aussi. Que tu ne coupes pas la relation, que justement tu veux donner beaucoup de bonnes choses à la relation, et par cela, je te laisse être dans ce que tu vis, c'est OK pour moi, mais moi j'ai aussi besoin d'un temps pour moi. Et je préfère qu'on les prenne séparément, mais dès que j'ai fini, je reviens près de toi. Ou dès que toi tu sens que ça va mieux, tu viens près de moi. Et comme ça, on va toutes les deux prendre soin de ce qui fait mal en nous. C'était pas vraiment des privilégiés, parce qu'il y en a qui vivaient avec des moyens minimes, mais c'était leur choix de vie en fait. Ils avaient changé justement leur vie parce qu'ils voyaient que ça ne correspondait pas du tout à l'enfant. Aujourd'hui, souvent, on va dire que les enfants sont... comment on appelle ça encore ceux qui peuvent être... qui sont hyperactifs. On va dire que les enfants ont un problème et que c'est eux qui sont hyperactifs. Alors peut-être que pour certains, ça pourrait être le cas, mais pour la plupart, je pense simplement, le système scolaire, par exemple, n'est pas du tout adapté pour eux. Moi, je me suis royalement ennuyée à l'école. On m'aurait mis 2 classes devant, j'aurais sauté 2 classes, peut-être que j'aurais commencé à avoir des difficultés, c'est même pas sûr. Mais je m'ennuyais à mourir. Donc qu'est-ce que je faisais ? Je posais des questions tout le temps, je levais tout le temps le doigt dès qu'il y avait des réponses, parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était apprendre, j'en avais jamais assez. Donc l'école n'est pas faite pour... s'adapter au rythme des enfants qui sont différents. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que les enfants deviennent des enfants à problème. Et moi, je crois que là, il y a un endroit où on pourrait peut-être se questionner et voir comment on pourrait accompagner ces enfants d'une façon tout à fait différente. Et alors, du coup, on ne devrait plus leur donner des médicaments. On pourrait juste arrêter de leur donner du sucre, déjà, et puis voir que ça changerait déjà beaucoup de choses. Et puis, en plus, on adapterait l'enseignement aussi à leur rythme d'apprentissage. Et je trouve que ça pourrait être vraiment super. Et pour ces parents-là, c'était pas des parents qui étaient riches ou qui avaient un petit capital ou des choses comme ça. Il y en a une, elle avait au départ un coffee shop et elle adorait ce qu'elle faisait. Elle était psychologue et voilà. Et son mari travaillait dans une entreprise, je ne sais plus laquelle. Et ils ont décidé de changer toute leur vie pour pouvoir réadapter leur vie au fait que les enfants n'arrivaient plus à aller à l'école, quoi. C'était pas adapté pour eux. Ils sentaient qu'ils avaient besoin d'autre chose. C'était difficile tous les matins. Et donc, ils ont décidé, on arrête. Et donc, cette personne a arrêté son coffee shop. Elle a même arrêté ses consultations de psychologue. Et elle les a... elle-même, elle avait un parcours dans lequel elle apprenait à être à l'écoute d'elle. Et elle a remarqué que ses enfants étaient venus lui donner l'excuse pour arrêter d'être dans le système et se mettre véritablement à l'écoute d'elle. Et elle se rendait compte qu'elle était beaucoup mieux dans sa peau en étant maman à la maison qu'en étant celle qui tenait le coffee shop, même si elle adorait rencontrer des gens, elle les rencontrait dans un autre contexte. Alors. Et non, c'était pas nécessairement la solution la plus facile financièrement pour eux, mais la qualité qu'ils gagnaient dans la relation à leurs enfants, pour eux, c'était la priorité. Et donc, ils avaient fait ce choix-là. Et il y en a plusieurs. Par contre, pour ceux qui étaient plus dans les écoles alternatives, si votre questionnement va là aussi, parce que je sais que les écoles alternatives, sauf subventionnées, sont assez chères. Et donc forcément, là, il faut un certain minimum d'argent pour se permettre de pouvoir mettre son enfant dans une école comme ça. Moi, j'ai rencontré les enseignants. Je n'ai pas rencontré des parents qui avaient mis leurs enfants dans ces écoles-là. C'était des enseignants qui travaillaient dans des écoles alternatives que j'ai rencontrées. Mais je pense, là j'étais encore à Montpellier et je vois, il y a une nouvelle école, à pédagogie, école démocratique je crois, donc sans programme particulier, qui vient de s'ouvrir et je rencontrais la directrice et je parlais avec elle et elle a quand même pas mal de monde. Et oui, c'est un certain coût par contre, mais il y a de plus en plus de parents qui privilégient cette formation et cette relation à l'enfant et eux-mêmes ont envie de la nourrir comme ça aussi parce que ça demande un investissement du parent évidemment.
Et l'idéal, c'est clair, ce serait qu'on puisse permettre ces structures-là dans un moindre coût pour que ce soit accessible à un plus grand nombre et entre autres à un public défavorisé qui souvent a en plus des problèmes de scolarité. Bien sûr. Donc, mais je pense que si on est plusieurs à avoir la même idée, il y a un moment, on va se réunir tous, au lieu d'être chacun isolé avec ses maintes idées ou ses désirs, on va finir par se retrouver et se réunir et pouvoir peut-être faire changer des choses ou créer un projet pilote, peut-être voir avec l'université, avec le ministère, avec ci, avec là. Enfin, je sais pas, moi je me dis que tout est possible. Enfin, moi j'ai plein d'idées. Enfin, voilà, il y a déjà plusieurs années que j'ai envie de créer une école basée sur tout ce dont je parle. Et ce désir refait surface très très fort ces derniers mois. Donc, oui, je me dis que c'est vraiment possible. Merci beaucoup en tout cas. Mais il y a par exemple une école démocratique qui vient d'ouvrir à Ath. J'ai une amie qui a son enfant inscrit dedans. Et là, on participe financièrement ou en s'impliquant. C'est ça, oui. Donc on peut donner du temps et ça. ses compétences et sa présence. Ça, c'est génial aussi. Pour soutenir le projet. C'est ça. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'était un peu l'idée aussi. Ouais, génial. Oui, c'est ça. Donc, je trouve qu'on est assez créatif et astucieux aujourd'hui pour pouvoir permettre aux gens qui en ont... Enfin, moi, je crois, hein, quand on veut vraiment quelque chose, on trouve les moyens, de toute façon. Quand c'est important pour nous, on trouve les moyens, qu'ils soient financiers ou de demander une autre alternative, une autre possibilité. Mais quand on sait que c'est ça qu'on veut et qu'on est prêt à donner, à s'y donner corps et âme, les choses se mettent en place. Ça, enfin, oui. Moi, j'ai vu suffisamment de fois dans ma vie ça, que pour ne pas pouvoir croire qu'il y a d'autres possibles et d'autres alternatives. Super, eh bien merci beaucoup, vraiment un grand merci pour votre présence et puis d'être là ce soir. J'espère que ça vous aura donné des pistes, ouvert des portes, vous aura donné ne fût-ce qu'envie de réfléchir peut-être, ou peut-être que simplement demain en vous réveillant vous aurez envie de prendre quelques minutes pour vous au réveil, juste pour vous poser et être là. Et puis si vous prenez le livre, vous aurez vraiment des exercices qui vous apprennent à comment être là.